Je range mon bureau numéro 76. J'en ai fait une hier, la 75. J'ai mis en jeu un livre. Au 20e commentaire, on fera un tirage au sort entre les différents commentateurs, commentatrices, pour gagner donc le premier souper d'Alexander Dico. Alors comme j'ai toujours énormément de retard, parce que des livres se sont accumulés depuis facilement 3 ou 4 mois, j'ai décidé pour cette 76e de ne pas parler des livres, mais de lire un extrait de chaque. C'est ce que je m'efforce de faire en général. Il y a des fois je parle du livre et je ne lis pas d'extrait. D'autres fois, je dis très peu de choses et je lis un extrait. Bien, aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je vais essayer de lire un extrait de chacun des livres présentés, mais sans réellement en parler. Simplement dire que pour certains d'entre eux, peut-être j'ai été déçu ou j'ai pas trouvé ça exceptionnel, histoire de aussi pas forcément recommander le livre en question. Je finirai d'ailleurs plutôt par les livres que je recommande, plutôt que par les livres que... je sais plus ce que j'ai dit. Je finirai par les livres que je recommande, ouais c'est ça, on va dire ça. Donc du coup vous le comprendrez, ce livre-là je ne le recommande pas nécessairement, c'est aux éditions de l'Arbre Vengeur, c'est un texte qui date du milieu du XXe siècle, je crois, les années 40, Pierre Girard, c'est un auteur suisse et même je crois genevois, c'est assez distrayant, c'est assez bien écrit, mais je trouve que ça n'a pas si bien vieilli que ça et c'est un peu vain. Bon. On eût arrêté M. Caïman à la frontière sans l'intervention de la police. Il avait sur lui une grosse somme dont il n'avait dépensé que quelques francs, le prix d'un repas partagé, non pas même avec une danseuse, mais avec la préposée au vestiaire d'un dancing. Entre la fuite et l'arrestation, c'est-à-dire pendant ces 2 heures de liberté quotidienne, il n'avait goûté qu'aux sardines du vice, qu'au bœuf bouilli de la forfaiture. Il dut rendre du reste plus qu'il n'avait volé, car on saisit une somme qui lui appartenait en propre. Tout son malheur vint des romans policiers dont il était grand lecteur. Cet événement prouva que Charles devait revenir à son bureau. Il en était temps. Depuis quelques jours, les comités des diverses sociétés de tempérance, d'abstinence, les groupes de semi-végétariens, la phalange de l'alimentation rationnelle, adjuraient Charles de reprendre son activité dans leur sein. C'était en janvier qu'on imprimait les programmes d'action. Les concierges et les balayeurs des salles attendaient encore, brûlés de rancune, leurs étrennes. Ces lettres étaient signées par les vice-présidents, car les présidents dédaignent d'exécuter ces basses œuvres. On y avait glissé des menaces perfides, des conseils fielleux, quelques allusions à Popée, à ses bas de soie, son séjour dans l'hôtel le plus luxueux de la ville y serpentait. On entendait un ricanement dans les vœux de prompt rétablissement qui terminaient ces missives. Charles éprouva à cette lecture un malaise qu'il se proposa d'analyser plus tard. Un jour, tandis qu'il ouvrait une de ses lettres, plus insinuante que les autres, il sonna Eustache. « Mes habits !» dit-il d'une voix nette. Eustache lui passa ses vêtements, la plus belle cravate, le foulard le plus moelleux. Charles d'ordinaire les refusait, car il les réservait pour des occasions ultérieures et confuses, mais cette fois il les accepta. Eustache fut comblé de joie en entendant son maître réclamer une pelisse et un bonnet de loutre. Rien n'était plus justifié que loutre et pelisse, car il faisait froid. Charles en auto se sentait fort et décidé, mais sans savoir à quoi. C'est ainsi du reste que partent les croisés. Il se fit conduire à l'hôtel où résidait Popée. Je vous balance ça de but en blanc. Mais ça, le titre, Charles dégoûté, les beefsteaks. À voir si vous feuilletez ça sur des étals de librairie. Et l'Arbre Vengeur a republié ça en 2015. Voilà. Une parution récente, j'en ai parlé vite fait dans les vidéos où j'avais fait le tour de l'immense pile, qui commence à décroître un peu quand même. C'était la vidéo 70, je crois. La belle saison de Ludmilla Charles aux éditions Notabilia, un texte qui m'a un peu déçu. Je vais quand même en lire la 4e de couverture, histoire de suppléer mon manque d'énergie à vous présenter ces livres. À Novemesto, une petite ville d'Europe centrale, quand Baba accouche d'Elena un 1er avril, tout le monde croit à une farce. Baba est tellement grosse que personne n'avait vu qu'elle était enceinte de ce 6e enfant, arrivé 20 ans après les autres. Pendant que le pays se transforme avec Tchernobyl et la chute de l'URSS, insidieusement, une distance se creuse entre ces femmes. Et je vais vous lire le chapitre 30. Rassurez-vous, les chapitres sont courts. Le socialisme, finalement, ne dura pas jusqu'à la fin des temps. Anna ne vit rien de la Révolution parce qu'elle commença en novembre et était achevée à Noël. Anna ne revint à Novemesto qu'au mois d'août.
Elena n'en vit pas grand-chose non plus parce qu'elle tomba enceinte. Lorsqu'elle l'annonça à Magda quelques semaines avant Noël, celle-ci réagit comme si elle apprenait une mauvaise nouvelle. Bien sûr, Pavel était un gentil garçon, mais sa sœur s'était mariée trop jeune, elle allait gâcher sa vie. C'était une petite fille de sa classe qui avait appris à Elena bien des années plus tôt que les bébés sortaient du ventre des femmes. Elena avait rougi de son ignorance, mais aussi de n'avoir jamais songé à poser la question. Le halètement sourd qu'elle entendait parfois la nuit quand elle dormait chez l'une de ses sœurs ne l'intriguait pas plus que le gémissement du vent, le grincement d'un volet. Lorsque l'été arriva enfin, c'était comme si la République socialiste n'avait jamais existé, et Elena avait accouché depuis 3 mois. C'était déjà de l'histoire ancienne. Magda et Anna s'exclamèrent avec ravissement devant la petite Petra. Elle était vraiment adorable. L'été était si chaud que les pommes tombaient lourdement dans l'herbe. Au pied de certains arbres, dans le jardin des parents d'Elena, il y en avait déjà des dizaines. Celles qui avaient roulé plus loin pourrissaient au soleil et des guêpes ivres de sucre bourdonnaient dans leurs crevasses rougeâtres. Pavel voulut prendre tout le monde en photo. Les membres de la famille se rassemblèrent au pied d'un pommier. Ils souriaient, comme pour consentir à cette image artificielle d'eux-mêmes. Seule Elena, qui tenait Petra dans ses bras, tourna la tête pour suivre des yeux un papillon blanc, au moment où son mari appuya sur le déclencheur. Le papillon se posa ensuite sur l'index de Magda, les ailes frémissantes, attirées peut-être par l'odeur douceâtre de la crème dont elle s'enduisait les mains. Elena s'allongea dans l'herbe avec le bébé, tandis que Magda s'asseyait près d'elle. L'ombre du noyer barrait le visage d'Elena d'un trait sombre. Elle ne songea pas à chasser la fourmi qui remontait de son avant-bras vers son épaule nue, ni à déplacer son pied qu'effleurait par instant une tige au fuseau duveteux. Elle était heureuse probablement. Elle se sentait liée au bébé par toutes les fibres de son être et cela lui suffisait pour l'instant. Elle garda longtemps la photo que Pavel avait prise. Une famille était réunie dans une paix fugace au fond d'un jardin. C'est Ludmila Charles, La Belle Saison, aux éditions Notabilia. Parution récente encore, et ça va surtout être ça aujourd'hui avec quelques, on va dire, retours en arrière, mais vraiment quelques années à peine, le second roman à ce jour de Marie-Fleur Albecker aux éditions Aux Forges de Vulcain, Ni seul ni ensemble. J'avais beaucoup aimé vraiment, et j'abattrai l'arrogance des tyrans, le premier roman de Marie-Fleur Albecker qui se passait au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, une révolte qu'on pourrait dire pré-prolétarienne, une révolte de paysans en Angleterre, et c'était vraiment extrêmement bien tenu. Enfin, il y avait un espèce de mélange des niveaux de langue qui est très réussi, une approche, une appropriation de cette histoire vraiment particulière qui était vraiment très très réussie. Là, je suis un peu, d'abord, c'est un livre totalement différent de ce qu'elle a fait avant, donc ça, on peut au moins lui reconnaître ça. Elle ne réapplique pas une sorte de recette, donc elle prend un risque réellement. Je trouve que ce risque a été pris, il n'a pas été entièrement évité, je crois. J'ai été un peu, c'est un livre qui m'a laissé un peu sur ma faim. Voilà, j'avais dit que je parlais pas des livres, j'en parle quand même. Je vais expliquer un petit peu ma réticence. C'est pour dire que moi, à titre personnel, je conseille plutôt toujours le premier roman de Marie-Fleur Albecker. Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers les vidéos que j'avais faites, parce que j'ai fait 2 vidéos sur ce livre de Marie-Fleur Albecker. Celui-là, c'est un livre qui, en quelque sorte, fictionnalise avec comme un roman à clé un peu, avec des noms différents, l'avènement du macronisme et la manière dont le macronisme s'est imposé dans le pays, en fait. Mais à travers un couple, d'où le ni seul ni ensemble, un couple d'un jeune homme issu en fait au départ de l'immigration, un enfant de maghrébin qui gravit les échelons du parti centraliste, qui est plus ou moins l'équivalent du parti socialiste, et qui devient en fait ministre ou secrétaire d'État, je ne sais plus bien, du gouvernement Macron, sachant que Macron ne s'appelle pas Macron, il s'appelle Sauveur Génial, bon, avec beaucoup d'ironie. Ironie un peu quand même, primaire quand même, c'est pas extrêmement subtil ni difficile à lire de ce point de vue-là. Et moi, c'est surtout vu à travers le point de vue de sa femme, en fait, de son amie qui devient sa femme, et le mariage fait l'objet de toute une scène aussi à l'intérieur du livre. Et je trouve qu'en fait, ce qui n'est pas tellement réussi, c'est le fait d'avoir voulu faire 2 livres en un, à la fois le livre d'un couple qui se trouve, qui se cherche, qui se perd un petit peu, et cette espèce de chronique politique. Alors, elle veut faire les 2 en même temps, et elle ne fait en fait vraiment ni l'un ni l'autre. Donc, moi, c'est mon avis, mais j'ai été un petit peu, je suis resté en dedans par rapport à ce texte.
Je vais vous lire un extrait d'un passage plus politique, on va dire, vu du point de vue de Karim, quand il passe un certain temps sur le terrain dans les Ardennes. Et pourtant, face à lui ne sont-ce pas les gens du peuple. C'est pour eux qu'on se bat quand on est de gauche. Ils sont dominés, exploités, cela est sûr, mais ceux-là n'ont pas leur référentiel révolutionnaire. Karim se demande parfois comment, à part une inamovibilité familiale indécrottable, le parti centraliste a pu garder aussi longtemps des circonscriptions dans ces villes moyennes qui se dépeuplent. Quelques mémoires de luttes ouvrières ardennaises tout de même. Karim constate avec effarement la solidarité avec les patrons, dont un certain nombre d'ailleurs votent centralistes. Ils ont réussi et ils apportent de l'activité là où il y en a bien besoin. Ils ont réussi et ils sont restés. Ah, et des impôts. Expliquer que c'est bien de payer des impôts sur l'essence à des gens pour qui ça peut faire la différence pour se payer 3 repas par jour. Karim se rappelle qu'il a oublié ce que c'était de compter chaque sou quand il discute valeur du caddie chez Leclerc ou chez Lidl. Il se rend compte que ça fait 10 ans qu'il ne compte plus vraiment et qu'on oublie vite quand on pense à ce que c'est, à la honte. Il essaie d'en parler à Louise, mais cela finit par l'épouvanter. Et là, ça passe au plan plus intime. Bon. Vous avez le droit de ne pas me faire confiance et vous avez le droit, bien sûr, d'aller voir par vous-même, Ni seul ni ensemble, Marie-Fleur Albécaire. Un livre de Frédéric Germano. Alors, Frédéric Germano, moi, je l'ai découvert par son dernier livre. J'avais là encore fait une vidéo d'eau à l'aube, qui est vraiment très très beau. Qu'est-ce que je dis? D'eau à l'aube. D'eau au soleil, c'est parce que je lisais le titre. D'eau au soleil, paru au Réal Gare, j'en ai parlé il y a quelques temps. Et ça, c'est un de ses premiers textes, Courir à l'aube, voilà, je vais y arriver, aux éditions à la Clé à Molette. J'avoue que les éditions à la Clé à Molette, je ne connais que les livres de Frédéric Germano publiés chez eux. Et c'est un texte de 2016, voilà, et c'est une sorte de fiction post-apocalyptique, mais vue par le point de vue d'une narratrice qui, voilà, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle invente, ce qu'elle réinvente, ce qu'elle projette. C'est assez réussi, c'est pas très facile à lire en fait, dans mon souvenir, où j'étais peut-être pas très en forme à ce moment-là, mais c'est vraiment pas mal. Je lis un passage de la fin, page 116, c'est un texte assez court. Des coutumes incompréhensibles et une architecture absurde masquent l'étrangeté de mon propre comportement. J'ai renoncé au langage raisonnable, me contentant de suites de mots sans syntaxe, notes écrites à la va-vite et sans souci d'être relues, souvent loin du sens que je prétends leur attribuer. Je deviens incohérente. J'ai restreint mon périmètre, ne vais plus que rarement au port de commerce en fin d'après-midi. La nuit vient vite en hiver. Je reste devant l'eau noire et grasse, clapotant le long des cargos presque invisibles, noir sur noir. Trouble obscurité, ni la lune, ni les étoiles ne sont encore levées. Des restes de fruits pourrissent dans l'eau ou sur le quai, dégageant une odeur douce. Je te cherche encore, je n'ose prononcer ton nom. Si tu t'étais embarqué, si je portais le deuil d'un homme qui vit parcourant les mers. D'un marin de Gibraltar? Au port, je m'apaise et je retarde le plus longtemps possible le moment de rentrer. Si j'en avais le courage, je resterais dormir sur les filets de pêche, écoutant le bruit de l'eau sur les barques. Mais il fait froid. Et j'ai peur des hommes. Frédéric Germano, Courir à l'aube, 2016, aux éditions La Clé à Molette. Un livre qui m'a été envoyé par l'auteur, je l'en remercie, avec d'autres livres de lui. J'en parlerai à un autre moment, je ne veux pas lire plusieurs textes de Hervé Bougel aujourd'hui. Je vais vous lire un extrait des Continents. Les Continents, ce sont des poèmes qui se présentent sous forme de vers très brefs. C'est un peu l'unité de ce recueil. À chaque fois, chacun des poèmes est daté d'une date précise, dimanche 24 mars, jeudi 26 décembre, etc. Avec des échos aussi, des chansons qui sont entendues, et dont j'en ai identifié certaines, et puis d'autres, pas du tout. Par exemple, je vois à la page 18, en italique, il y a « Où est la boue, où est le marécage ?» Il doit y avoir une chanson ici qui m'échappe. Et j'ai décidé de vous lire un poème qui s'intitule, c'est le 5 janvier, je crois, voilà. Dimanche 5 janvier,
Le poème fait 5 pages, mais ce sont des vers brefs. Donc, je ne sais pas, ça va peut-être pas trop déborder quand même. Et là, j'ai identifié les chansons qui servent à la fois d'écho et je pense en fait de trame de construction en fait au poème. Blanc comme neige au soleil, au feu de Dieu, innocent enfant, petit cheval, crin planté, haut, nommant neige, montagne, ciel, lumière, étincelle. Neige poney, ravi, ravissant, ravissement, cri pointe du cri de sa voix, piqué, piqueté, jeune abeille en hiver éveillée, rouge gorge, ouvre ta gorge, rouge gorge. Son souffle, son envolée, départ, partir, départir, revenu, repartir. Se sauve, apprend ça, marche, l'amble. S'en sauver, se galoper, auprès, de loin, henni, jeune, cheval, crinière, secoué, animal joli, caracole, bonjour, au revoir, maison, neige, fumée. Ici encore et toujours revenu jusqu'à plus fin. Janvier, sa lumière, sa saison neuve dans cet ordinaire train des sentiments, confus, emporté, caracole, enfant qui crie, donne son nom, cherche le mien, un regard sans abri, champ debout, maison debout, fond de vase, en soi, jamais atteint, courir, jusqu'où iras-tu, nager, neige chue, grain animal, Isabelle, alezan, cheval pie, cheval bai, jeune et beau, cheval gracieux, jeune cheval, sur ses jolies jambes, lancé. Le dernier, je crois, livre de Fiston Mwanza Mujila, un romancier congolais qui a la petite quarantaine. J'avais énormément aimé Tram 83, également aux éditions Métellier. Et celui-ci, oui, est sorti en 2020. C'est La danse du vilain. Et donc, il s'agit là encore d'une fiction qui essaie de se réapproprier des événements historiques et notamment toute la question transfrontalière, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans ces zones qui sont à la charnière des anciennes frontières coloniales qui ont servi même lors de la décolonisation à retracer les frontières. Et donc il y a voilà ces personnages-là qui gravitent un petit peu, qui font comment dire le passage, qui font du trafic un petit peu entre les frontières, à partir de Lubumbashi, certainement d'ailleurs. Alors j'ai trouvé en fait ce texte-là un peu, même remarque que pour Marie-Fleur Albecker, Mutatis Mutandis, je trouvais ce texte un petit peu en deçà de Tram 83. Je trouvais que ça allait un petit peu trop dans la truculence, dans des choses qui ont déjà été faites, hein, avec des modèles qui sont assez évidents, Soni Labutansi, Tierno Monenembo, dans une certaine mesure. Peut-être Alain Mabankou, certains textes d'Alain Mabankou aussi. Et j'ai trouvé que finalement Tram 83 était beaucoup plus original, beaucoup plus singulier. Et alors, Tram 83, oui, c'est ça, ça a 6 ans, enfin, ça a été publié en 2014, donc il s'est écoulé 6 ans entre ces deux textes, et je trouve un petit peu, enfin voilà, on a beaucoup attendu ce deuxième livre, et je le trouve un peu décevant. Bon, c'est mon opinion, ça reste un texte tout à fait intéressant, enfin, voilà, il faut aller y voir quand même, hein. Et je vais continuer à aller regarder ce que fait Fiston Mwanza Mujila dans les prochains. Voilà, je vous lis un extrait, il vaut mieux le donner à entendre. On ne guérit jamais d'une nuit passée à la belle étoile, surtout après avoir subi la bleusaille et goûté à la colle. Ceux qui retournaient à la case départ quand l'oncle, la mère, le curé ou le père parvenaient à les convaincre, se lassaient très vite de la monotonie d'une vie de maison. Le poste téléviseur, la radio, le repas en famille, les manières de table, le réveil à 7h du matin devenaient des rituels archaïques, les us et coutumes d'une civilisation en pleine extinction. Les boniments et la servilité à la maison, droit d'aînesse, sous prétexte de ceci ou cela, sentaient l'arnaque. Il n'était pas loin du bourrage de crâne inutile. C'était comme faire du neuf avec du vieux. Après des mois, voire même des années d'abstinence, bière, colle, bagarre, d'ascèse en tout genre et de couardise naturelle, il claquait de nouveau la porte sans le moindre regret. Lorsqu'ils regagnaient le centre-ville, ça sautait aux yeux qu'ils n'étaient plus en circulation depuis quelque temps par leur façon de marcher. Comme s'ils avaient au pied des nouvelles chaussures et que ces dernières les serraient
ou même des boulets de bagnard. Il parlait sans interruption, esquissait des projets de société lézardés au soleil, en respirant l'air pollué par les guimbardes, les bras ouverts, les yeux fermés, la chemise déboutonnée jusqu'au nombril. Il gambadait tous azimuts, à la manière des toutous 100 mètres ou longtemps retenus dans le KGB, paradait la tête droite, ainsi que la poitrine bombée, devant la cathédrale Saint-Pierre et Paul, le gouvernorat et la mairie vérifiaient de loin. Si le palais de justice avait été entre-temps repeint et de quelle couleur, courait s'assurer que telle banque ou telle autre était encore en activité, que l'hôpital Judson Sandway accueillait toujours des patients. Tout leur semblait différent. Les écoles, les gens, les odeurs, les klaxons. Avec un regard accusateur, il te stoppait lorsqu'il se rendait compte que tu étais un gamin de la rue et te demandait des comptes. Où est passé le camion citerne bleu qui traînait devant la grande place? Mais ils ont fini par apposer du gazon sur le parterre de la mairie. C'est la meilleure, et moi qui pensais que j'allais brouter les mangues de cet arbre. La pelouse de la cathédrale Saint-Pierre pousse bien. Le curé Ambroise tient toujours debout du haut de ses 90 ans. Qu'est-ce qui pousse le maire de la ville à se plaindre de Kritikos? C'est le grec le plus rigolo que j'ai jamais rencontré de ma vie. Il est officiellement marié à Rama, une Sénégalaise de Touba, éduque bien sa progéniture, paie ses impôts, gère son échoppe selon les prescriptions de la loi zaïroise, défile comme tous les travailleurs devant le gouverneur ou le président, si ce dernier effectue le déplacement à Lubumbashi lors des commémorations de l'indépendance. Et je m'arrête là. Parce qu'ensuite, là, voilà, l'espèce de, d'archipel de paroles, là, comme ça, de concerts de voix différentes, un peu satirisées, se poursuit avec à nouveau ensuite une reprise descriptive de ces personnages, un peu comme le début du texte que j'ai lu. Ça serait un petit peu long, je pense. Voilà, donc quand même, en dépit des réserves que j'ai émises, je perds tous les marque-pages, en dépit des réserves que j'ai émises, l'écriture de Fiston Mwanza Mudila, ça n'est pas rien. Ah, autre grande écriture, grande plume, on finit sur deux grandes plumes, totalement différentes l'une de l'autre. Lionel-Édouard Martin, aux éditions Le Bateau Ivre. C'est son dernier roman, je crois, ou récit. Ça s'appelle Roxane et c'est paru en 2020. Je l'ai acheté avec un petit retard et je l'ai lu, je crois, en février. Oui, c'est ça, je l'ai lu. D'ailleurs, pendant les vacances de février, les dernières vraies vacances qu'on ait eues, parce que tout a été chamboulé. Les vacances ont été déplacées à cause du troisième confinement et du coup, il n'y a pas eu de vacances du tout. Finalement, on a bossé non-stop. Bon, bref, j'arrête de me plaindre. Donc j'ai lu ça, voilà, il y a maintenant 4 mois. Et ça fait partie de ces textes de Lionel-Édouard Martin dans lesquels il s'intéresse à une galerie de personnages, un peu des personnages, on dirait, de l'ancien monde, peut-être d'un certain point de vue, dans un milieu rural qui est un milieu rural qu'il connaît bien, le milieu rural bas-poitevin, je ne sais pas s'il faut dire bas-poitevin, limousin, etc. Enfin, et dans lesquels, en fait, une figure, un zig débarque, et ce type qui a l'air de venir de Paris, ou dont on pense qu'il vient de Paris, va susciter un certain nombre d'interrogations sur son identité, sur son passé, sur ses origines, sur la raison pour laquelle il cherche éventuellement à s'implanter ici, dans le village. Et ça se lit un petit peu, finalement, aussi, sinon comme un polar, du moins, effectivement, comme une enquête, avec des espèces d'allers-retours entre les points de vue, d'allers-retours narratifs aussi, entre les points de vue et entre les styles. Je lis un de ces extraits de cette voie narrative qui est celle, en fait, des hommes du village, des hommes quinquagénaires, on va dire, du village, qui prend un peu la forme d'une voix chorale, un peu. Il parle en disant « nous », donc il y a une espèce de « nous » qui se diffracte en jeu ponctuellement, mais globalement, c'est comme si c'était une sorte de corps constitué, les hommes qui traînent au bistrot, quoi. Avec toutes ces palabres, nous étions en retard sur notre ordre du jour, au point qu'il n'était plus question de prendre l'apéro chez Noël, sans qu'il le soit pour autant de nous y soustraire. Même, nous avions bien mérité de la patrie, nous avions des fers au feu, de l'enquête à mener, c'était la retraite, la nôtre, au flambeau, comme un début de feu d'artifice prometteur d'un superbe bouquet final. Dans l'enthousiasme du moment, Georges a sorti le champagne, il en garde toujours quelques bouteilles au frais,
c'est la sage prévoyance. Petit récoltant manipulateur, fine bulle, et la virilité du blanc de noir, il paraît que ce n'est pas le plus propre à l'apéritif. Mon bon monsieur, si vous saviez, nous sommes des rustres, du genre à boire sans état d'âme, du Madiran sur du turbo. Du coup, dans la foulée, comme c'était plus pratique pour le programme post-méridien, Georges a dépendu l'andouille, ouvert quelques conserves, cassoulet, rillettes, et un cahors pas mal antique. J'avais appelé Juliette pour la prévenir de ne pas m'attendre, de manger seule, au motif que rien n'allait à la répète, que je déjeunais avec Georges et Jean-Jacques. Elle avait bien pris la chose quand j'aurais pu redouter la sérénade. Tous trois, donc, serviettes au cou, mangeant gras, buvant sec, fumant, rigolant près du feu, c'était l'ambiance d'une autre époque à laquelle allait toute notre inclination. Moins policée que la contemporaine, moins gouvernée de l'extérieur par les sachants, plus proche du bonheur d'un corps promis à la mort, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on y fasse, et honoré sans les chichis d'assiettes graphiques. Par la fenêtre, nous avions vu sur la rivière et son éternel roulage, où une même eau, 2 atomes d'hydrogène pour un d'oxygène, brassait vieilles carpes et jeunes brochets parmi les débris noirâtres de l'érosion, cependant que nos cellules, comme depuis toujours, se nourrissaient goulûment de glucides, protéines, de lipides, minéraux, vitamines, dans le plaisir d'une mendication lente. Un extrait donc de Roxane, Lionel-Édouard Martin, édition Le Bateau Ivre, 2020. Ça parle de bouffe, beaucoup. Ça parle toujours beaucoup de nourriture, de viande, de poisson, de vin, dans ces textes de Lionel-Édouard Martin. Alors peut-être le dernier livre dont je parlerai aujourd'hui, à moins qu'il me reste un peu de temps, pour un autre que je vais rapprocher, j'en ai partout là, il me faudrait des tentacules comme une pieuvre, eh bien un livre tentaculaire pour le coup, oui, Marien de Falvar, l'architecture. Alors Marien de Falvar, je ne vous le présente pas, vous chercherez du temps qu'on existait, premier livre publié il y a maintenant 10 ans, et puis je vous en avais parlé parce qu'il a publié il y a maintenant quelques années un recueil de poèmes complètement à l'extérieur des codes de la poésie contemporaine, Narthex, très très beau, c'est cherchant à travailler un peu plus la forme peut-être du verset claudélien, mais dans une perspective quand même très différente aussi, avec un accord avec les climats, avec le sol, avec les terres, qu'il relie à toute une sorte de mythologie personnelle, très patriotique aussi, enfin très, très, très étrange. Il ne se cache pas, je pense d'ailleurs, d'être d'une certaine droite, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas réellement d'affinité idéologique, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des véritables affinités, on va dire, esthétiques. Et il y a quelque chose de très intriguant dans ces textes. Et ce texte-là, l'architecture, je vais vous lire la 4e de couverture, parce qu'en fait, même, j'allais dire, sans la 4e de couverture, on ne comprend pas ce qui se passe dans le livre, mais même avec la 4e de couverture, on comprend difficilement. Et pour avoir échangé avec Marien de Falvar directement, il m'a fait envoyer le livre, d'ailleurs, je tiens à le dire aussi, c'est un service de presse, donc merci à lui et merci à Fayard. En échangeant avec lui, j'ai compris qu'il y avait une version plus longue en fait de ce livre-là, dans laquelle un certain nombre de choses qui ont été coupées de cette édition permettent en fait mieux de comprendre ce qui se passe. Et voilà, je trouve ça un peu du coup difficile. Enfin, c'est un livre dans lequel on a du mal un peu à rentrer, dans lequel on a du mal à toujours comprendre quelle est la situation d'énonciation aussi. Bon, il n'en demeure pas moins que moi je l'ai plutôt lu comme une sorte de succession de poèmes en prose, à savoir ce sont plutôt des éclats narratifs ou des éclats presque, alors des poèmes en prose qui sont des poèmes presque de réflexion, de méditation sur l'époque, sur le passé, et puis surtout bien sûr sur l'architecture, sur les lieux, une sorte de nom de lieu, le lieu de Proust, mais fait à Clermont-Ferrand et par un écrivain né à la toute fin du XXe siècle. Et un écrivain, certes, bourré de talent. Je vous lis cette fameuse 4e de couverture, vous en ferez ce que vous voudrez, et ensuite je vous lis un extrait. Ça va être difficile de couper, mais je vais essayer. Alors la 4e de couverture de l'architecture, je l'ai lu en janvier ce livre, ça fait presque 6 mois que je tourne autour, que j'arrive pas à en parler. Arrive à Clermont-Ferrand un architecte qui, de son propre aveu, considère l'architecture comme un art mineur par rapport à la littérature.
C'est pourtant bien le projet d'un bâtiment qui l'a guidé jusqu'ici, un palais de justice. Mais les chantiers de cette envergure ne commencent jamais sans tergiversation. Et par ailleurs, Clermont-Ferrand est précisément le lieu où il a passé son enfance et sa jeunesse. Alors, entre rendez-vous à la préfecture et errance sans but dans la ville, propice à toutes les réminiscences dont il rend compte dans son journal, c'est bien la littérature, l'immense puissance presque physique du langage qui prend le dessus, proposant à travers les souvenirs, réflexions et émotions d'un homme une plongée vertigineuse dans un certain inconscient provincial français, dont l'encaissement montagneux et l'inesthétisme fascinant de la ville serait une sorte de métaphore. Alors, à bien y repenser, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, mais ça fait des semaines et donc même des mois que ce livre sédimente, bourgeonne, un peu dans ma tête, depuis le temps que je l'ai lu et que j'y repense régulièrement. Je crois qu'effectivement, cette plongée vertigineuse dans un certain inconscient provincial français, qui ferait le lien avec le premier livre d'ailleurs de Falvar, voilà, il y a là quelque chose qui donne quand même une piste, à savoir, oui, c'est conçu comme un inconscient. C'est-à-dire c'est un livre qui est conçu comme une forme d'inconscient, comme une plongée dans un inconscient, d'où le fait qu'on y est un petit peu perdu ou dérouté, comme dans un maelstrom en quelque sorte. Allez, je lis un extrait en coupant, vous allez voir, je vais même couper au milieu d'un paragraphe pour démarrer, c'est pas bien. Voilà, accrochez-vous parce que je pense que je vais lire quand même qu'à 3 ou 4 minutes. Leur spectacle était celui des idées prenant forme comme des tableaux impitoyables, crus ou marqués au fer. Et c'était un spectacle en lequel chacun pouvait reconnaître une eschatologie politique prenant cours devant lui. Les formes corporelles assidues, les formes recommencées de la raison historique, de la déraison historique. L'appartenance ou non d'un corps au mouvement historique se déroulant devant lui. L'inappartenance aussi bien. La capacité d'une voix à s'enrouler dans l'imposture d'un temps, à épouser son contour moral irremplaçable, celui connu dans l'enfance, la sienne ou celle du monde. Celui moral connu dans le baptême qui restera à jamais la butée imaginaire sur laquelle toutes les propédeutiques sociales, tous les mensonges historiques, toutes les aigres démagogies souterraines viendront mourir comme des absurdités. Il cherchait l'éclaircissement de l'esprit, la volonté de l'esprit, la liberté réalisée. La liberté, c'était pour eux la scène historiale recomposée à dessein, dans le burin sévère du langage français. Aussi bien les scènes pouvaient être réactionnaires, la liberté était dans l'idée. Sous une lumière blanche qui ruisselait en cascade d'un plafond à caissons inversés d'un brutalisme exquis, la guerre était menée à des ombres, celle de la téléologie facile qui guide mal la proue du monde. Ainsi nous allions par les rues, mon bureaucrate et moi, dans la nuit aux doigts glacés, vers cette épiphanie étrange de la représentation théâtrale, des corps blancs se levant, se déjouant d'eux-mêmes, sous les lumières lourdes et profondes de la salle, aux colossales colonnades de stuc gris, pareilles à des fleurs de sucre nées dans le béton prime-sautier, autre chef-d'œuvre communiste érigé dans les règles de l'art. Par exemple, un soir, une représentation tirée du nébuleux et définitif roman Entre les actes de Virginia Woolf, son dernier avant le suicide, cette taie britannique soigneusement brodée sur laquelle, peu à peu, comme un dénominateur hideux et trop commun, le visage de Macbeth apparaîtrait en palimpseste. Clermont-Ferrand n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler une ville woolfienne. À l'évidence, pas d'ombres oxoniennes, pas de brume, pas de lithium, pas d'évanescence, pas d'esthétique mondaine, pas de noirceur de traits au fusain, pas de chambres capitonnées, pas de croisière, pas de crépuscule brun sur les champs de blé oisifs, pas de concorde aqueuse entre l'être intérieur et l'idée du monde autour, seulement rébarbative, cette grumeleuse matière, inerte et argileuse, qui colle au regard vacant ici, qui tient aux mains, qui est pénétrante comme une eau elle aussi et qu'on pourrait appeler sans effort l'inversion exacte des règles millénaires de la beauté socratique, la beauté grecque, l'idée de la beauté. Clermont-Ferrand, dans son esthétique, est apolitique et ahistorique. Sa métaphysique a des piliers plus hauts. Woolf est l'alacrité anglaise qui fait baigner le dernier état de la mélancolie victorienne dans les obus prochains. Woolf, on était dans l'espace-temps, on était dans l'espace-signe, on était dans le remembrement, dans le démembrement.
les hommes. Les hommes, ici étaient l'anthropos grec, les anthropoi grecs. Ils étaient vraiment des statues découpées dans la chair historique, des statues de plâtre ou de marbre sorties d'une imagination historique. Statues abstraites, statues historiques. Mais les hommes, les statues woolfiennes, il y avait de l'air qui circulait à travers eux. C'était l'anthropos grec dans les vents extrêmement sociaux du salon anglais, vous savez, ces vents renaissance qui portaient l'air de l'Angleterre pré-woolfienne, celle de Pater ou de Swinburne, quand les gestes dans le salon, revenus des Indes, sont pris dans la lumière de bahuts noirs tortueux et dans l'ombre de l'absence de confessionnal, absence voulue. Dans cette terre écrue du soir, béjâtre, crémeux, où des poudroiements ressemblent à la mauvaise conscience éparpillée, mais des gestes aériens cependant, comme délivrés de la pesanteur. C'était cette légèreté britannique grecque qui avait entendu des années plus tôt dans les allées oxoniennes roussies comme les allées des cimetières chrétiens d'Istanbul dans l'air amenuisé de l'automne, des oiseaux chantaient, avec des accents hellènes euphoniques. Mais dans la vieillesse, l'euphonie avait quitté sa folie native. Elle avait quitté le mélange originel et maniaque des langues et des sons, où dans la boue du vieil anglais, sous le givre embourbé, brillait l'azur abstrait des Grecs. J'ai essayé de ne pas trop couper et de ne pas trop couper dents et de ne pas trop, mal lire ce texte rigoureux et exigeant, l'architecture de Marien de Falvar, à connaître. Enfin, voilà, il faut regarder un peu ce qui se passe là-dedans. Je m'arrête là et j'avais sorti éventuellement en extrême recours, mais je vais manquer de temps. Ohana Lohan, Mars violet, mais on en parlera une prochaine fois. À bientôt, bon week-end, allez voter demain, 27 juin, deuxième tour.